Bonjour à tous. Pour commencer, je vous souhaite à tous une très bonne année 2022. Donc, je vous présente mes meilleurs vœux et je vous souhaite tout ce qu'on souhaite habituellement dans ces moments-là. Aujourd'hui, j'ai appelé la vidéo du jour, Kazakhstan, est-ce la fin de leur monde? Alors, l'expression la fin de leur monde n'a rien à voir avec la chanson d'Akhenaton et de Shuriken. Pour ceux qui sont à peu près de ma génération et qui sont fans d'IAM, peut-être que ce titre, La fin de leur monde, va leur parler. Mais dans ce contexte-là, non, la fin de leur monde en fait est tirée du titre de mon dernier roman que vous voyez à l'écran, La fin de leur monde, qui dans ce roman qui est une fiction en fait, j'ai essayé de créer une histoire d'espionnage avec en toile de fond tout ce qui est géopolitique des énergies fossiles. Et dans le titre La fin de leur monde, en fait, il y a deux lectures. C'est la fin du monde des collapsologues qui pensent qu'on arrive vraiment à la fin d'une ère et on est très proche de l'effondrement thermo-industriel parce que il y a le réchauffement climatique nous précipite vers le précipice et puis parce qu'il y a bientôt plus de ressources pétrolières, de ressources gazières, etc. Et la deuxième lecture qu'on peut voir dans ce titre-là, c'est la fin du monde justement des énergies fossiles de l'industrie pétrolière classique qui justement arrive un petit peu acculée à un moment donné où je dirais les hydrocarbures, l'énergie des hydrocarbures est de moins en moins rentable parce qu'il faut creuser de plus en plus profond ou alors aller de plus en plus loin en mer pour pouvoir extraire du pétrole et du gaz. Et puis en même temps, il y a de plus en plus une pression sociale et une nécessité du monde de pouvoir, je dirais, décarboner notre économie. Et en fait, le monde qu'on connaissait jusqu'à présent, c'est-à-dire le monde du siècle dernier, est vraiment à sa fin. En tout cas, on peut penser qu'il arrive à sa fin. Donc, la fin de leur monde, c'est un petit peu ce que dit ce titre. Puis l'histoire que ça raconte, ben en fait c'est une histoire d'espionnage qui va vous emmener justement sur les lieux où le réchauffement climatique peut être le plus prégnant. Donc que ce soit les îles Kerguelen près de l'Antarctique ou justement l'Arctique qui est le continent peut-être le plus en proie aux conséquences du réchauffement climatique. Euh, donc voilà, je mettrai le lien vers pour en savoir plus et puis pour lire ce roman en description de cette vidéo si cela vous intéresse. Mais moi aujourd'hui, je voulais vous parler de la situation au Kazakhstan parce qu'en fait c'est lié justement, c'est lié à ce sujet ce qui s'y passe. Comme vous l'avez sans doute vu si vous suivez un tantinet les infos depuis ce début d'année, le Kazakhstan est en proie à des manifestations qui sont devenues vraiment des révoltes, des manifestations qui ont commencé dans le sud-ouest du pays, donc vers la mer Caspienne, dans une ville Janaozen, qui s'appelle Janaozen, et rapidement ces révoltes ont essaimé dans tout le pays, des révoltes qui ont un petit peu débordé. L'État s'est retrouvé débordé face à ces manifestations qui devenaient avec le temps de plus en plus nombreuses et surtout peut-être de plus en plus véhémentes, c'est-à-dire de moins en moins pacifiques. L'État du Kazakhstan a dû faire appel à l'armée russe. L'armée russe est intervenue pour aider à pacifier le pays. Donc on est quand même dans une situation assez dramatique puisqu'il y a eu il y a eu des arrestations, il y a eu je pense pas que actuellement il y ait eu des morts lors des manifestations, mais on a quand même eu beaucoup d'arrestations arbitraires, on a quand même eu beaucoup de blessés, on a eu des affrontements avec la police, donc c'est pas quelque chose d'anodin. Et en fait, c'est un pays qu'on connaît très peu, le Kazakhstan. On connaît, alors les amateurs de foot vont peut-être le connaître puisque l'équipe de France a eu l'occasion d'affronter le Kazakhstan plusieurs fois. Les amateurs de cyclistes aussi vont connaître le Kazakhstan puisque ces dernières années, on a eu des coureurs kazakhs dans le peloton, notamment dans le Tour de France.
Il me semble que le premier, c'était Vinokourov il y a une petite dizaine d'années, puis maintenant on en a d'autres. Il y a même une équipe professionnelle. Alors je ne sais pas si elle fait toujours partie du circuit professionnel, mais je sais qu'il y a encore quelques années, il y avait même une équipe professionnelle qui s'appelait Astana, et Astana est le nom de l'ancienne capitale du Kazakhstan. Donc voilà, les Kazakhs sont présents sur le circuit UCI également. Mais au-delà de ça, c'est un pays qu'on connaît très peu. C'est un pays qui mérite d'être connu parce que, comme je vais l'expliquer dans cette vidéo, il s'y passe beaucoup de choses et des choses très intéressantes pour un sujet en fait qui nous concerne tous. C'est un pays qui a du coup été surtout mis en avant depuis une petite dizaine de jours à cause de ces révoltes. Et ce pays a été dépeint comme un allié de la Russie. Alors, ce qui est vrai, faut pas le démentir. Le Kazakhstan fait partie de l'organisation du traité de sécurité collective, qui est en fait un traité mis en place par la Russie après l'effondrement du pacte de Varsovie, pour garder une sorte de mainmise sur deux régions du monde qui sont le Caucase et l'Asie centrale, pour pouvoir un petit peu préserver son influence. C'était des régions du monde sur lesquelles l'URSS avait été présente, et à la fin de l'URSS, la Russie a voulu préserver son influence sur ces régions du monde, surtout qu'elle se sentait un petit peu menacée sur le flanc de l'Est, de l'Europe de l'Est, où justement l'OTAN a intégré beaucoup d'anciens pays de l'URSS. Donc cette organisation, l'OTSC, l'organisation du traité de sécurité collective, est un peu une réponse de la Russie à tout ça. Le Kazakhstan en fait partie. Le Kazakhstan a beaucoup de liens diplomatiques et historiques avec la Russie, mais le Kazakhstan est aussi, et ça c'est l'objet de ma vidéo, c'était justement de pouvoir apporter cet éclairage et de pouvoir le montrer, c'est-à-dire que on peut pas réduire le Kazakhstan à je dirais son amitié et sa proximité avec la Russie, puisque le Kazakhstan est aussi, il y a autre chose que le Kazakhstan adore, qui sont les pétrodollars, ceux de l'industrie pétrolière, une industrie pétrolière qui est occidentale, qui est américaine, qui est européenne, qui a façonné le pays, qui lui a permis d'avoir une croissance incommensurable au début pour vous donner un petit ordre d'idée. Pour vous donner, au début des années 2000, le Kazakhstan était un pays qui avait 10% de croissance. Donc il y a quand même une croissance assez énorme. Il y a peu de pays qui étaient capables d'avoir une croissance supérieure à 10% de pays. Et cette croissance était très fortement supportée par le pétrole. Le pétrole représente 55% du PIB. Alors, je vais pour développer un petit peu ce point, je vais devoir mettre un petit peu le pied sur le frein et faire un petit retour en arrière pour vous présenter un petit peu dans la globalité, qu'est-ce que le Kazakhstan et son histoire, très brièvement. Le Kazakhstan est la plus grande république d'Asie centrale, qui est cette région qui faisait partie de l'URSS, qui est indépendante depuis 1991, et c'est cette région du coup qui est comprise entre la Russie au nord, la mer Caspienne à l'ouest, la Chine et la Mongolie à l'est, et puis au sud on a le Pakistan, l'Afghanistan et la zone d'influence de l'Iran. Donc déjà historiquement, on voit qu'on est à la confluence de plusieurs empires, de plusieurs gros empires. En fait, historiquement, il y a vraiment que deux de ces empires qui ont une prise sur le Kazakhstan. Il y a d'abord l'empire mongol de Genghis Khan qui avait contrôlé en fait et envahi tout ce pays. Le Kazakhstan était une des régions à l'époque les plus riches de l'empire mongol. Et puis un peu plus tard, on a eu aussi l'empire russe. Alors
avant l'URSS, la Russie était un empire, donc du coup, c'est pour ça qu'on parle d'empire russe. L'empire russe avait fait du Kazakhstan un pays satellite. Et puis, lorsque les bolcheviks sont arrivés au pouvoir, ce pays a carrément été intégré dans l'URSS. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Kazakhstan est un pays qui a été islamisé, donc où l'islam sunnite est majoritaire, mais de langue russe, même si le kazakh est une langue à part, etc. Il y a à peu près entre 90 et 95% des Kazakhstanais qui parlent russe. Alors la différence entre kazakh et kazakhstanais, les Kazakhs, ce sont le peuple du Kazakhstan, c'est-à-dire ethniquement. Le kazakh est une ethnie. Par contre, kazakhstanais, c'est vraiment le gentilé des habitants du Kazakhstan. Donc, parmi les Kazakhstanais, il y a des Kazakhs, mais il y a aussi des noms kazakhs qui peuvent être kazakhstanais parce qu'ils habitent au Kazakhstan. Par mesure de simplicité, parce que c'est plus court à dire, je vais parler de kazakh dans cette vidéo, mais très souvent quand je vais parler de kazakh, je vais parler des habitants du Kazakhstan et pas forcément de la langue ou de l'ethnie kazakh. Mais c'est dans le cadre d'une vidéo, ça m'économise 2 syllabes, donc ça va être très bien. C'est la solution que j'ai retenue. Concernant son histoire, peut-être le deuxième point important qu'il faut retenir et qui permet de comprendre la situation actuelle au Kazakhstan, c'est que le Kazakhstan a toujours été un Eldorado quand on regarde ses ressources naturelles. Comme je le disais tout à l'heure, 55% du PIB, enfin en tout cas du budget de l'État, provient du pétrole. Le Kazakhstan a toujours été un gros producteur de pétrole. On considère même, selon certains spécialistes du milieu, que l'industrie pétrolière moderne serait née au début du siècle dernier, donc aux alentours de 1911, juste avant la Première Guerre mondiale, au Kazakhstan. Alors, qu'est-ce que j'entends par industrie pétrolière moderne? Je parle de ce mécanisme selon lequel des entreprises étrangères peuvent arriver dans un pays, négocier avec un pays souverain pour pouvoir obtenir une concession qui est le droit d'exploiter un petit bout de terrain, d'exploiter des ressources naturelles qui sont sur des terres qui ne leur appartiennent pas, de pouvoir les extraire, de pouvoir les vendre, de pouvoir les commercialiser et d'en retirer un gros bénéfice moyennant des royalties, ce qu'on appelle des royalties. Donc c'était une sorte je dirais de location ou de loyer pour pouvoir justement exploiter cette concession qui est reversée au pays propriétaire sur lequel appartiennent ces terres. Donc ça, en fait, ce mécanisme-là, on l'a vu apparaître, comme je le disais, au début du siècle dernier. Et au Kazakhstan, on a vu vraiment un Eldorado et un haro de beaucoup d'entreprises étrangères, américaines surtout, qui sont arrivées et ont obtenu des concessions. Il y avait des entreprises américaines, il y a eu des entreprises russes, etc. Donc, on peut dire qu'historiquement, le Kazakhstan moderne a toujours misé sur le pétrole. Un peu plus tard, d'autres ressources naturelles ont été découvertes en plus petite quantité. Et puis, surtout, elles coûtent peut-être un petit peu moins cher sur les marchés des matières premières, comme par exemple tout ce qui va être métaux. Du fer, du manganèse, qui sont des métaux quand même importants dans la transition énergétique, puisque certains produits qui permettent justement d'atteindre une économie décarbonée sont fabriqués à base de ces métaux. Le Kazakhstan est aussi un gros producteur d'uranium, le premier producteur mondial. Ça aussi, c'est très très important quand on parle de transition écologique. Pourquoi? Parce que l'uranium est le principal ingrédient de l'énergie nucléaire en fait.
pour faire tourner une centrale nucléaire, on a besoin de créer de la fusion nucléaire dans les réacteurs. Et pour créer cette fusion nucléaire, on a besoin d'uranium enrichi à un certain degré. Donc, il y a deux solutions. C'est soit on trouve déjà de l'uranium déjà enrichi dans le sol. Ça, il y en a pas beaucoup et c'est compliqué à trouver. Ou alors, on peut trouver de l'uranium un peu plus pauvre et l'enrichir soi-même. Le Kazakhstan a énormément d'uranium dans son sol, donc le Kazakhstan tire aussi une grosse épingle de ce jeu-là depuis quelques années. Et puis l'uranium a aussi du charbon. Donc en termes de ressources naturelles, l'uranium a beaucoup de cartes à jouer, a beaucoup d'atouts dans sa manche et a toujours, comme je le disais en préambule, attiré et attisé les convoitises étrangères de tous les pays, hein, que ce soit la Russie, que ce soit les entreprises américaines, que ce soit Total, que ce soit Eni qui est italienne, que ce soit Shell, que ce soit les entreprises les entreprises chinoises. On a sur les 3 plus gros gisements actuellement de pétrole qu'il y a au Kazakhstan. 2 sont sur la terre ferme et un est offshore et assez récent et sur la mer Caspienne. On a ces 3 plus gros gisements sont gérés par tout un consortium d'entreprises étrangères dans lequel on va retrouver des entreprises russes comme Gazprom, comme Lukoil, on va retrouver des entreprises chinoises, on va retrouver des entreprises américaines comme par exemple Chevron et ExxonMobil, on va retrouver Total, on va retrouver Eni, on va retrouver Shell, on va retrouver BP. Bref, on va retrouver un petit peu tout le florilège, tout big oil et ses super majors dont je parlais dans une vidéo précédente justement où je pointais du doigt un petit peu la suprématie et la puissance que peuvent avoir l'industrie pétrolière et ces entreprises-là d'industrie pétrolière qui sont bien souvent plus fortes que certains pays, plus fortes que certaines entités politiques et qui sont un problème, en fait, un problème politique parce qu'elles peuvent mettre au jour des pays, mais surtout un problème écologique et environnemental pour nous parce que clairement en tant que citoyen, quand on est face à un adversaire de ce genre, on est un peu David contre Goliath et c'est très difficile d'arriver à une économie décarbonée tant que justement l'économie carbonée sera aux mains de ces grosses entreprises et fera autant tourner le monde. J'avais fait une petite vidéo là-dessus qui durait une petite quinzaine de minutes. Donc je mettrai pareil le lien en vidéo, en description de cette vidéo pour aller la voir si ça vous intéresse. Mais pour revenir à notre situation du Kazakhstan, donc comme je le disais, ces entreprises là ont vraiment eu et ont toujours pignon sur rue. L'entreprise Chevron est peut-être l'entreprise qui a le plus obtenu de concessions et qui a plus retiré de chiffre d'affaires du Kazakhstan. Pourquoi est-ce que c'est si important de dire ça? En fait, ça permet 2 choses. Ça permet déjà de relativiser ce dont je vous parlais en début de vidéo, c'est-à-dire dans les médias, on définit le Kazakhstan comme étant un pays allié qui a fait allié à la Russie, qui a fait appel à Moscou pour que Moscou lui envoie l'armée. Oui, c'est vrai, mais pas que ça. Le Kazakhstan est un pays beaucoup plus complexe que ça. Le Kazakhstan aime autant l'appui militaire et diplomatique russe qu'il aime les pétrodollars de Chevron, Total et Eni. Donc le Kazakhstan depuis des années joue, alors pas vraiment un double jeu, mais disons essaye de tirer parti des 2 camps. Et puis la deuxième raison pour laquelle c'est important, je pense, de souligner cette emprise de l'industrie pétrolière et plus largement de l'industrie des hydrocarbures, de l'uranium, etc. sur le pays du Kazakhstan, c'est parce que c'est précisément, enfin en tout cas c'est une des raisons qui a poussé le peuple à descendre dans la rue.
comme c'était le cas au Chili, comme c'était le cas en Algérie, comme c'était le cas pour les Gilets jaunes en France. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'était une augmentation du prix de l'énergie, du gaz liquéfié, du GPL. Le gouvernement a annoncé une augmentation de 40% des tarifs. Voilà, le peuple est descendu dans la rue et ça a été vraiment le point de départ de cette révolte. Mais ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le peuple n'est pas descendu dans la rue que pour ça. Il y a eu une accumulation de tout un tas de choses. Et parmi les choses qui sont accumulées, une des critiques qui est le plus récurrente, c'est que au Kazakhstan, on a le nombre de milliardaires qui a considérablement augmenté ces dernières années. Comme de partout, on a l'économie qui s'est un petit peu, on a eu une contrition de l'économie ces dernières années, et je dirais l'augmentation et l'augmentation des richesses de la classe moyenne et des classes populaires n'a jamais suivi celle de l'oligarchie, celle du pouvoir, celle des quelques milliardaires qui étaient pas membres du pouvoir mais qui en étaient très proches. Donc c'est ça qui a créé beaucoup d'exaspération au sein du peuple kazakh et qui l'a conduit à descendre dans la rue. Donc, donc voilà, c'était ce dont je voulais vous parler pour cette petite vidéo. Oui, le Kazakhstan est un pays très proche de la Russie, mais pas que. C'est un peu le caricaturé de ne dire que ça. Je pense qu'il faut aussi, et c'est important de le rappeler, dire que le Kazakhstan est aussi un pays qui a toujours entretenu des liens étroits avec l'Occident. Parce que l'Occident, via ses super majors du pétrole, via ses entreprises d'extraction de l'uranium, etc., lui ont toujours apporté énormément d'argent, ont permis à ce que le Kazakhstan a été l'un des premiers pays de l'ex-URSS à rembourser sa dette au FMI dès 2000. Ça, c'est pas lié à la Russie. La Russie n'y est pour rien là-dedans. Ça, c'est lié à Chevron, ExxonMobil, à Total, à Shell, etc. Donc je pense que c'est important de le rappeler pour ne pas non plus caricaturer le Kazakhstan. Et puis, rappelons aussi, en guise de conclusion, que si les gens descendent dans la rue, ce n'est pas que pour demander la chute d'un gouvernement, mais c'est aussi pour demander la chute d'un système, puisque si des milliardaires s'enrichissent depuis des années et que eux, en tant que peuple, ne voient pas les retombées économiques, le gouvernement n'est pas le seul responsable. Les entreprises, je le rappelle, comme Chevron, Eni, Total, etc., ont aussi une part de responsabilité puisque eux aussi ont contribué, se sont enrichis, eux aussi ont contribué à multiplier le nombre de milliardaires dans ces pays-là. Donc voilà, la situation est un peu plus complexe que ce que peut nous présenter TF1, France 2 et BFM, comme bien souvent d'ailleurs. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous remontre mon livre si ça vous intéresse. Alors, on va pas parler du Kazakhstan dedans, mais on va justement parler un petit peu de l'industrie pétrolière et de son impact négatif qu'elle peut avoir à la fois sur la politique, à la fois sur la géopolitique, mais aussi à la fois sur le climat. Et puis, la fin de leur monde, mon livre aussi, dedans, j'essaie de répondre à une question qui est, nous en tant que citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour lutter contre ce système qui est biaisé, dans lequel on a l'impression qu'on a perdu d'avance parce que l'industrie des énergies fossiles est trop forte. Et en tout cas, c'est une question que je me suis posée et que j'ai essayé de répondre dans ce livre, La fin de leur monde. Donc voilà, tous les liens pour se le procurer seront en description de cette vidéo. Écoutez, moi je vous remercie pour votre écoute, pour votre attention, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir, bonne journée.